Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go4Human. Psst. Avant ça, je voulais vous parler de Go4Human, l'aventure que je mène avec Thierry. Parce que oui, on aide les entreprises à être plus authentiques, plus engagées et plus agiles. Mais comment, me direz-vous ? Eh bien, en alignant la direction sur la vision, les décisions et la communication, mais aussi en donnant aux managers les clés pour engager, fédérer et piloter leurs équipes. Et enfin, en aidant chaque équipe à mieux collaborer et mieux communiquer. Le tout grâce à des séminaires team building, du coaching, de la formation, du co-développement et du conseil RH. Parce que oui, on en est convaincu, une entreprise qui rayonne à l'extérieur, c'est d'abord une entreprise qui brille de l'intérieur. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ma vie de DRH. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Valérie Sutter qui est DRH Site au sein de l'Inamar, donc une entreprise industrielle. Et on va parler du sujet du développement des potentiels au travers d'une approche RH de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière, mais on est vraiment dans le développement des talents. Et ça, de façon très systémique, parce que oui, on va parler des managers, mais aussi en fait du développement de tous les collaborateurs à tous les niveaux qu'ils soient. Mais sans plus en dire, bonjour Jean-Valérie, je te laisse te présenter. Bonjour Pauline, oui, voilà, Jean-Valérie Sutter, très heureux d'avoir ce moment d'échange et de partage avec toi et avec tous les auditeurs. Moi j'ai un parcours de RH alors que j'ai commencé il y a 22-23 ans, étant juriste de formation. Euh, je suis entré par la porte du droit social et puis j'ai commencé effectivement à m'intéresser plus généralement à la gestion des hommes, et donc j'ai un troisième cycle en droit social et après un troisième cycle aussi en RH. J'ai évolué sur des postes opérationnels, assez opérationnels. J'ai un profil de généraliste et dans des environnements donc industriels, soit dans des ETI, soit dans des grands groupes. Voilà, et les dernières entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, j'ai travaillé chez Valeo, j'ai travaillé au sein de la Société du Grand Paris, et aujourd'hui, effectivement, j'ai rejoint depuis le mois de juillet le groupe Linamar. Bientôt un an, mais pas encore au sein de l'Inamar. Et alors l'Inamar, quel type d'entreprise c'est? Combien vous êtes? Qu'est-ce que vous y faites? Voilà, alors Linamar, c'est un groupe industriel canadien, effectivement, qui n'est pas nécessairement très connu en France, même s'il a une implantation sur tous les continents. C'est un peu plus de 30 000 salariés, et avec quelques récentes acquisitions, donc on est plutôt en phase de développement. Euh, le premier business de Linamar va concerner la mobilité, et donc c'est un fournisseur des constructeurs automobiles. Et par exemple, voilà, sur notre site, nous fabriquons des culasses de moteurs thermiques pour voilà, les moteurs de voitures avec comme clients, on a Renault, Nissan, Ford, Porsche aussi, pour lesquels on fabrique un couvre-culasse. Voilà. Et je suis sur un site de 350 salariés qui comprend aussi quelques intérimaires. Et c'est un site de fonderie où on fonde de l'aluminium, voilà, et on fait les moules, on moule les pièces et on les usine derrière. Donc il y a un retravail, donc avec des équipes de production, de maintenance, de qualité évidemment beaucoup, et tous les services support, finance, supply, IT, RH évidemment. Merci pour cette présentation. Au moins, on a planté le décor et on sait dans quelle typologie d'entreprise tu évolues aujourd'hui, notamment dans l'industrie qui est quand même un secteur qui est quand même très exigeant, et où aussi j'imagine que tu es dans un milieu d'hommes aussi, hein. Je ne veux pas attirer le trait, mais je pense que c'est un peu ça, non? Effectivement, on n'a pas assez j'aimerais bien qu'il y en ait davantage, pas assez de femmes dans l'entreprise, même si certaines occupent des postes, sont sur une organisation du travail postée en 3-8. On a aussi des chefs d'équipe, on a des chefs de service en production qui sont des femmes, donc c'est voilà, largement accessible. Et
et de favoriser la diversité, ça a toujours un effet positif sur les résultats. Donc, c'est un vrai axe de développement pour nous. Ah bah, c'est sûr que c'est pas simple. En tout cas, plongeons-nous dans le sujet des talents, puisque vous en avez des talents chez vous. Tu as choisi de traiter, quand je t'ai posé la question de quel sujet tu veux traiter, c'est vrai que tu n'as pas du tout hésité une seule seconde. Tu m'as directement dit, il faut qu'on aille sur le développement des talents. Pourquoi tu as choisi ce sujet aujourd'hui et pourquoi il te tient tant à cœur? Ouais, parce que je pense que en tant que RH, on a une action à développer. On est les promoteurs précisément de ce développement des compétences des collaborateurs. Et il y a une vraie action à faire euh, pour faire prendre conscience euh, aux managers quelle est l'ampleur de leurs responsabilités, de façon à ce qu'ils fassent bien leur travail et de façon à ce qu'ils, eux évidemment, et c'est bien ça la finalité, travaillent efficacement avec leurs équipes et contribuent au développement des collaborateurs. Et je vais essayer de vous décrire un peu les différents outils, trucs et astuces à mettre en place, relativement simples pour y arriver, en tout cas, au regard de mon expérience personnelle, très humblement. Et j'ai cru comprendre que tu voulais quand même commencer par attaquer le sujet par l'angle business partner, qu'on appelle HRBP, qui vraiment est le fait d'être partenaire du quotidien de l'entreprise. Et j'aimais bien ta vision, mais que tu vas nous développer, hein, sur avoir une vision qui est autant client interne que client externe. Absolument. C'est vrai que le HRBP, c'est un mot qui est très à la mode depuis quelques années, cet aspect business partner, mais qui est fondamental. On peut penser, effectivement, les RH, ils font la paye, ils ont leur acronyme particulier, barbare, GEPP, GPEC, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, ils sont un peu dans leur monde et du moment qu'ils font la paye et qu'il y a un climat social, voilà, c'est tout ce qu'on leur demande. Bah, non, on a un vrai rôle. Notre rôle, c'est d'accompagner le développement de l'entreprise. Pour y arriver, il faut avoir cette posture d'HRBP, donc de business partner. Pour être business partner, il faut avoir cette proximité avec la direction de l'entreprise, avec qui, elle, euh, a toutes les contraintes et tous les enjeux business. Donc, il faut que le RH puisse avoir connaissance des enjeux business et pas des enjeux RH, hein, des enjeux business en amont. Ça nécessite de la proximité avec la direction, ça nécessite de la proximité également avec les managers. Et effectivement, une approche assez intéressante, en fait, c'est la finalité, c'est de considérer les managers non pas comme de simples managers, mais comme des clients internes. C'est-à-dire que moi, en tant que RH, je dois leur fournir le service pour lequel je suis payé, enfin, le service qui est dans ma mission. Donc, je leur suis redevable. Voilà, c'est pas quand j'aurai le temps, quoi. C'est eux qui font, nous, on est service support. C'est eux qui travaillent, c'est eux qui produisent, c'est eux qui vendent. Il faut les aider à mieux travailler, mieux produire, mieux vendre. Euh, et donc, voilà, cette approche chez HRBP. Et là où c'est, effectivement, comme tu le disais, assez intéressant, bah, autant s'intéresser aux contraintes auxquelles ils sont eux-mêmes exposés et donc à la vision du client externe. Qu'est-ce que le client externe demande? Quelles sont les contraintes qu'il impose à nos équipes de façon à pouvoir étudier, évaluer un lien beaucoup plus direct entre le levier RH que moi je vais pouvoir utiliser, qui va rendre service à nos salariés en interne pour mieux servir le client externe. Tu parles de levier justement, mais maintenant qu'on a un peu compris la posture clé, selon toi, en tout cas du RH au sein de l'entreprise, c'est quels sont les leviers aujourd'hui pour aller justement développer, tes potentiels? Parce que, j'ai envie de dire, comme tu le justifiais, tu as utilisé plein d'acronymes que sont la GEPP et cetera. Oui, il y a plein d'outils, mais par quoi on commence et selon toi, qu'est-ce qui est clé, pour aller développer tes talents? Parce que il y a des entreprises qui s'appuient uniquement avec des cabinets externalisés, d'autres qui font tout en interne. Est-ce qu'il faut mixer les deux? Quelle typologie d'outils tu utilises, de méthodes? Bref, j'ai 1000 questions, mais je sais que tu vas arriver à faire le tri et commencer à apporter une bribe de réponse et je rebondirai sur ce que tu me dis. Ok, bah, je vais essayer. En tout cas, avec ma propre vision et ma propre expérience, qui n'est évidemment pas la vérité, mais au moins mon avis sur le sujet.
La dynamique, là aussi, qui est très répandue, mais je vais essayer de vous donner des illustrations concrètes. Talent management, voilà, on en a parlé, développer les talents, la dynamique talent management qui est hyper vaste parce que ça va du recrutement, onboarding, développement des compétences, les mobilités, tout ça c'est du talent management. Alors je vais essayer de cibler sur des choses qui, j'espère, vont vous marquer comme moi, elles m'ont marqué. Plusieurs outils dans le talent management que je voudrais citer. D'abord, par exemple, la People Review. La People Review, la revue du personnel, à quoi ça sert? Eh bien, on détermine notamment, alors je suis en train de la mettre en place en ce moment même, sur mon site, on détermine quels sont les potentiels de développement de chacun, quelles sont ses forces, ses faiblesses, vers quel poste la personne peut évoluer, le risque de départ, est-ce que ce collaborateur peut partir tôt? Est-ce qu'il a une compétence clé pour l'entreprise? Et auquel cas, il faut s'intéresser de façon prioritaire à dessiner un plan de succession. Ça va être aussi la dernière partie, dessiner des plans de succession en priorité sur les personnes qui ont une compétence clé pour l'entreprise. Cette People Review, elle va être intéressante parce que finalement, je pose une question. Est-ce qu'un manager qui s'intéresse à l'activité de ses équipes et qui va demander quel résultat tu as fait cette semaine, ok, la semaine prochaine, à quoi tu t'attends comme résultat, d'accord, il y a un écart, quel est ton plan d'action pour arriver à combler cet écart qu'il faut impérativement combler parce qu'il faut montrer des résultats positifs. Et puis je vais même aller plus loin, ce manager, il va même dire à ses équipes, et si tu as besoin d'aide, eh ben, je vais pouvoir t'aider, on va passer un peu de temps ensemble, et voilà, je vais t'aider dans ton activité. Est-ce que vous pensez que ce manager fait son travail de manager? Ma réponse, c'est non. Ça, c'est ce qu'il fait là. Alors, il faut le faire. Mais ce qu'il fait là, ça s'appelle manager l'activité. Il va s'intéresser à l'activité, donc il va s'intéresser à ce que font ses équipes. Et même leur proposer de l'aide, travailler avec elles, etc. Donc il faut le faire, mais il ne fait qu'une seule partie du travail. Il ne s'est juste pas intéressé à l'homme, à ce que sont ses équipes, à qui sont ses équipes. Les postures sont pas les mêmes, les questions sont pas les mêmes. C'est pas, ça n'est plus comme question qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais. C'est comment tu te sens, comment ça va toi, quelles sont tes difficultés, quelles sont justement tes réussites, les leviers que tu as pu actionner pour arriver à atteindre ton résultat, à bien avoir une bonne relation avec les autres équipes des autres services. Voilà, et donc ça demande une autre posture. La People Review va aider à ça. C'est un outil qui va placer le manager au cœur de la relation managériale de ses équipes, parce que ce qui est hyper intéressant, c'est pas qu'un outil. Moi, j'aime bien l'animation. Qu'est-ce qu'on va en faire dans l'outil? On identifie, comme je l'ai dit, les compétences clés, les points forts, les points faibles, les plans de succession, etc. L'intérêt de faire tout ça, c'est que le manager puisse recascader cette information à ses équipes et qu'il puisse leur dire, voilà, parce que parfois dans les entreprises, c'est caché. Ouais, il y a les people review, mais on sait juste qu'il y en a, mais on sait pas qui, on sait pas quoi, on sait pas comment. C'est effectivement l'omerta. L'intérêt, c'est précisément que le manager redescende l'information et qu'il aille voir ses collaborateurs qui disent on a évalué que tu étais un potentiel, que tu pouvais évoluer, et on va établir, parce que c'est ça l'issue de la People Review, ça doit être ça, on va établir ensemble un plan de développement des compétences, ou peut-être un plan d'amélioration de la performance, parce qu'on a constaté un petit écart, et on va ensemble te ramener à un niveau conforme aux attendus. Eh bien, quand le manager fait ce retour, et c'est pas au RH de le faire, c'est au manager de le faire en direct, quand le manager fait ce retour-là aux collaborateurs, il donne de la reconnaissance. Et ça, ils en ont besoin. Et ils donnent des feedbacks positifs en disant tu es un potentiel et on va passer du temps. Je ne vais pas passer du temps à te poser des questions sur ton activité, sur ce que tu fais. Je vais passer du temps à te poser des questions sur toi, sur tes compétences, sur ce que tu veux faire et sur ton développement et sur tes perspectives au sein de l'entreprise. Soit j'ai un poste en vue, soit j'en ai pas, c'est pas grave. Au moins, on va travailler dessus.
Ça aide à la rétention. Et le collaborateur qui ressort de là, il dit waouh, mon manager, waouh, il m'a posé des questions sur moi, il va s'intéresser à moi, on va travailler ensemble sur moi, mais c'est génial, mais je vais rester dans cette entreprise. Voilà, ça c'est un premier outil, et je pense que alors, c'est une façon intéressante de le mener. Je dis pas que c'est la bonne, la seule, etc. J'ai eu plusieurs expériences dans des grands groupes, dans des entreprises plus petites qui n'avaient pas forcément cette dynamique très terrain d'appliquer la people review, parce que moi, dans la people review aussi, il faut viser l'ensemble des salariés, pas que les cadres. Les cadres, évidemment, contribuent beaucoup aux résultats de l'entreprise, avec des rémunérations, etc. Mais moi qui viens évidemment d'un milieu plutôt industriel, il y a des opérateurs, des techniciens qui ont des compétences clés pour l'entreprise, où on dit, moi si j'ai pas le bon potailleur pour mes moules au sein de l'entreprise, et juste l'activité s'arrête. Et ça, c'est un opérateur qui le fait. Et le potaillage, ça ne s'en prend pas en 3 semaines. Voilà, donc il me faut impérativement le plan de succession et m'assurer que s'il y en a un qui se casse la jambe ou part à la retraite, j'ai ce qu'il faut pour le remplacer. Et juste, Jean-Valérie, je rebondis sur ce que tu dis, je suis tellement alignée avec ce que tu dis, mais sur la posture, comment vous accompagnez, tous les managers qui vont donc, déployer, la people review au niveau d'en dessous, hein, en fait? Est-ce que vous les accompagnez sur la posture? Est-ce que, enfin, comment vous les embarquez dans ce sujet-là? Parce que en général, moi je le vois dans pas mal d'entreprises, on a une trame, elle est, plus ou moins bien faite, hein, selon l'entreprise, et en tout cas parfois critiquable, et on a des managers qui suivent un petit peu, comme ils peuvent, le sujet, mais bon, ils sont juste là pour cocher des cases et le plus vite on en finit, le mieux c'est. Est-ce qu'il y a aussi une «éducation», entre guillemets, de ces personnes-là pour, cette people review qui, en fait, est clé comme tu le décris? Complètement, tu as tout à fait raison, et c'est justement là où il y a un peu une cohérence dans ces axes de développement. Le côté HRBP est là pour aider, c'est-à-dire qu'on ne donne pas. Alors dans les organisations un peu plus restreintes, c'est plus facile, et dans les grands groupes, c'est sans doute un peu plus compliqué. Mais on ne donne pas un outil au manager sans accompagnement. C'est-à-dire que moi, je vais passer du temps avec le manager pour leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'une people review. Certains ne connaissent pas, comment on l'anime, et puis surtout, quels sont les attendus. Qu'est-ce qui est attendu de vous? Donc il y a un travail complémentaire. On fait la people review. L'intérêt de la people review, c'est de partager entre managers. Moi, pendant une people review, je parle pas beaucoup. J'oriente, je fais timekeeper, et puis, mais c'est eux qui parlent. Et ils partagent des idées. Et ils vont dire, tiens, il y a un tel, il va pouvoir évoluer sur tel poste. Ah ouais, tu penses, il peut pouvoir? Mais oui, pouvoir. Génial, si effectivement c'est pas idiot, ça va me faire un potentiel supplémentaire où on va pouvoir l'amener sur ce poste-là. Voilà. Et ce partage d'expérience et de vision des managers croisés va être très bénéfique. Et après, la people review, on n'a pas terminé le travail. C'est aussi, moi je vais prendre le manager par la main et je vais lui dire, maintenant le travail n'est pas fini, on se voit, et je te montre moi mes tableaux d'accompagnement, de développement. On fait un plan individuel de développement des compétences du collaborateur, où on a ciblé lors de la people review quelques collaborateurs qu'on va accompagner, pas tous, ça peut être à peu près 10%, ça me semble un pourcentage à peu près correct, de collaborateurs. On se dit, voilà, ceux-là, on va donner un peu d'énergie, on va investir un peu sur eux, parce qu'il y a du potentiel de développement. Tu parles de plan de développement, mais en fait, au-delà de ça, c'est un plan, de développement, quel qu'il soit. Ça peut être un plan d'amélioration. Enfin, en tout cas, la people review n'est qu'un instant T, et en fait, c'est tout ce qui en découle derrière qui vraiment fait la suite sur l'année complète. Ce qu'on a tendance à dire: «Ah bah, une fois qu'on a fait la people review, c'est bon, on est débarrassé, la chose est faite». Mais non, c'est que le début. Comment Absolument. vous accompagnez justement ces personnes, dans, le déploiement, de plans d'amélioration, quel qu'il soit? Ça peut être un plan de retour à la performance comme un plan de croissance, hein? Absolument, et tu as tout à fait raison, et sur la nature de l'accompagnement et sur la fréquence également, puisque c'est ça qui est. Je vais amener les managers à faire face à cette responsabilité managériale qui est de développer leur équipe. C'est leur responsabilité de développer leur équipe et pas seulement de fournir un résultat. C'est ça être manager. La People Review va les aider à faire ça, et moi je vais les embarquer dans un process RH et dans cet outil, effectivement, tant de développement des compétences
que de retour à la performance, où on a constaté effectivement il y a un salarié, il y a un écart avec ce qui est attendu, et ben positivons la chose, faisons un accompagnement qui va aider ce collaborateur avec un investissement du manager qui va lui donner des ressources, qui va passer du temps avec lui, qui va lui nommer un binôme pour l'aider, qui va le missionner sur un projet pour l'aider, lui faire acquérir des compétences, qui va lui donner évidemment une formation ou en interne ou en externe, là aussi pour l'aider, qui va peut-être lui attribuer un mentor, un tuteur, voilà, pour de façon très concrète, là aussi, le salarié qui voit qu'on s'occupe de lui, normalement, il s'améliore. Voilà, sans avoir de vision trop angélique des choses, mais ouais, quand on investit sur un salarié, quand il voit qu'on s'occupe d'eux, il performe. Là aussi, il y a eu plein de preuves à l'occasion d'études sociologiques qui ont été faites dans les décennies précédentes. Ton plan d'amélioration, quel qu'il soit ou de développement, il se matérialise comment? Enfin, concrètement, ça ressemble à quoi chez vous? Alors, moi, j'ai fait quelque chose de. Alors, soit c'est intégré dans un SIRH, donc un système d'information RH, voilà, tout designé. Euh, le tableau Excel, ça marche vachement bien, hein. Et on définit, bon, bah voilà, t'es qui, t'es dans quel service, t'as quel poste, c'est quoi tes compétences, quelles sont celles qui sont à travailler, quels sont les résultats attendus, quelles sont les actions de développement qu'on va mettre en place. Et là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, du tutorat, de la formation, du projet, du binôme, voilà. Et quels sont les attendus, donc quelles sont les échéances. On se revoit dans une semaine, dans 3 mois, donc dans 4 mois, et puis au final, quel constat on fait de cet accompagnement. Et moi, au niveau RH, je vais demander des comptes. Euh, c'est un outil qui est managérial. C'est la responsabilité du manager de développer les compétences de ses équipes. Et nous, en RH, on est en support. Il ne faut pas se tromper. La responsabilité pèse sur le manager. Donc moi, je vais l'aider. Je vais le prendre un peu par la main, tirer plus ou moins fort parfois, pour régulièrement lui dire, tiens, bon, je t'ai aidé un peu à démarrer ton plan de développement des compétences. Maintenant, t'en es où? Là, ça fait 3 mois. T'as avancé. Ah non, t'as pas avancé. Bah écoute, je te demande de programmer très vite un entretien d'étape avec ton collaborateur. Et là, en plus, le collaborateur, il va voir, ah non, mais c'est pas du chiquet, là. Il s'occupe vraiment de moi, quoi. Enfin, puis on se voit plusieurs fois, quoi. Et on constate une amélioration. Comme quoi, ce que tu dis, c'est que le suivi est clé. Au-delà de mettre en place un plan, c'est de le Eh oui. suivre. Et oui, et pour le suivi, enfin voilà, le aspect HRBP, Business Partner, c'est dans le suivi que ça se construit, complètement. Je rebondis sur un point que tu as, rapidement évoqué qui est, la partie feedback, où tu disais qu'effectivement il y avait aussi des études qui démontraient, cette partie, feedback comme importante et remobilisatrice, dans les équipes. Hem, J'y pense parce que c'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, en fait, enfin, on le dit, c'est expliqué comme quoi c'est effectivement important, mais peu de gens l'utilisent, et il y a aussi cette notion derrière qui est la notion de célébration, qui est très qui est sous-estimée, complètement sous-estimée, voire même oubliée. Je trouve que c'est un peu les grands oubliés. La célébration dans les entreprises pour justement aider, chacun à se rendre compte qu'ils ont des réussites et que, collectivement, ils ont eu un rôle à jouer, dans, le développement de l'entreprise et donc dans leur développement personnel et je pense que si ça a un rôle important dans, le développement des talents. Je ne sais pas ce que tu en penses, c'est Mais je suis complètement aligné à 100%. Je vois beaucoup de managers, de dirigeants, chefs de service et considérer que voilà, là on a un problème de production, de vente, de marketing, de peu importe. Et donc, le rôle c'est, on va travailler sur le problème pour que ça aille mieux. Et ils passent pas de temps à célébrer les réussites, à féliciter, à passer du feedback positif. Ils ont l'impression que c'est une perte de temps. Alors que si vous questionnez n'importe quel manager, si vous lui posez la question est-ce que c'est utile de faire du feedback positif, évidemment il va vous dire mais évidemment, mais bien sûr. Et si on lui pose la question est-ce que toi t'en as fait et à combien de reprises, là la réponse risque d'être un peu moins assurée. Alors que non seulement il y a eu des études sociologiques qui l'ont prouvé par le passé, mais sur la base assez empirique de ce retour d'expérience. Mais depuis
5 à 10 ans, relativement récemment, il y a l'apport des neurosciences cognitives qui ont juste prouvé l'effet bénéfique de passer du temps à donner du feedback positif, à encourager, à féliciter, à marquer ces actes de reconnaissance. Quand vous le faites, le salarié, il sort de votre bureau, il est reboosté, il y a toutes les chances qu'il fasse des heures supplémentaires à la fin de la journée. Si vous passez votre temps à lui dire qu'il a mal fait son travail, il va sortir de là, il va être démotivé et la seule chose qu'il va vouloir faire, c'est quitter le plus rapidement possible l'entreprise. Quelle est, d'après vous, la meilleure approche pour développer la performance dans l'entreprise? Donc ça, c'est clé. Et il y a des façons de faire relativement simples. Pour les managers, c'est quand vous faites une réunion de service, alors du plus haut du management jusqu'au plus bas du management, et là l'exemplarité est clé. Hein. Albert Schweitzer a dit, l'exemplarité, c'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Il faut l'avoir à l'esprit. Donc ça doit partir du plus haut, et au démarrage de toute votre réunion, vous commencez, voilà, qu'est-ce qu'on a fait bien la semaine dernière? Quel est le salarié que j'ai envie de remercier parce qu'il a fait un super boulot? Et je peux le faire devant tout le monde. Enfin voilà, on passe un peu de temps à célébrer nos réussites passées et à féliciter. Et potentiellement, après, on peut se faire un resto ou un after work un peu ensemble pour aussi favoriser ces félicitations-là. L'effet est résolument positif. Voilà, c'est clair, ça a été prouvé. Après, si on tire le trait, il y a aussi, des collaborateurs qui ne font pas le travail. Ça peut être en instant T ou juste tout simplement on n'est pas aux attendus. C'est vrai qu'on peut tirer le trait un peu tout rose de se dire, «Faisons du feedback positif et tout ira bien», mais c'est pas forcément le cas. Il y a aussi des collaborateurs qui ont besoin peut-être remobilisés ou recadrés ou voilà, ça peut être fait sous différentes formes, mais ça fait partie en fait du développement aussi, des personnes ou en tout cas, de définir si oui ou non on a la bonne personne pour le bon poste puisque c'est un des objectifs prioritaires des RH dans l'entreprise. Comment vous, vous gérez ça? Effectivement, je pense que c'est aussi alors moi, ça a été une révélation. C'est un outil qu'il faut savoir utiliser et ça a été une révélation parce que je pensais, comme d'autres managers en début de carrière, on constate qu'une personne a dérivé en termes de performance et n'est plus tout à fait aux attendus. Ok, donc on est déçu. Voilà, il a eu du mal, ça fait 2, 3 mois que ça dure, voilà, ça se passe pas bien. La réaction du manager courageux, ça va être de le voir et lui dire, écoute, mon petit gars, là, ça va pas bien, t'es pas aux attendus, le niveau de vente, c'est pas ça, ou ton niveau de panne est trop important, y a trop de défauts dans les rapports que tu rends, donc on a envie un peu de lui expliquer la vie et de lui dire, t'as intérêt à vite te ressaisir pour rendre une qualité de travail qui est due, etc. Et le manager a l'impression que c'est un manager qui a fait preuve de courage managérial et qui a dit les choses de façon courageuse à son collaborateur, de lui faire prendre conscience et d'exiger une amélioration du résultat. Dans 90% des cas, cette dynamique est contre-productive. Ce qui est dans ce cas-là à faire, ça n'est pas un entretien de recadrage, c'est un entretien de remobilisation. Tout le monde ne sait pas le faire parce que l'entretien de remobilisation, c'est relativement contre-intuitif. C'est-à-dire que vous êtes devant la même situation, il y a un salarié qui est en dérive de performance, il est plus aux attendus, et plutôt que de lui dire si tu corriges pas, ça va se passer mal pour toi, on va justement lui distiller des éléments positifs. On va essayer de lui rebooster. C'est exactement ce que fait un coach avec son sportif de haut niveau. Quand il n'est pas au niveau, il va essayer de le regonfler, de lui redonner confiance. Et ça, je parlais de posture, les questions ne sont pas les mêmes. Les messages qu'on va donner aux salariés ne sont pas les mêmes. On donne le même message au début, c'est sûr. On va être honnête, on va lui dire t'es pas aux attendus. Ça, c'est la première étape qu'il faut donner. T'es pas aux attendus, tu vois, tu m'as donné, t'es à 80% et moi j'attends du 100%. Mais ce qui va se passer après, il faut que le salarié sente qu'il est épaulé, il faut que le salarié sente
que le manager a confiance en lui, et donc on va lui donner du positif pour euh, le booster, ce que je disais tout à l'heure, et faire en sorte qu'il va quitter le bureau, alors que le message est globalement potentiellement un peu négatif, mais il va quitter le bureau et il va se dire, bah, ça s'est bien passé cet entretien, mon manager croit en moi, et ouais, je vais travailler là demain, je me mets sur le truc, puis je vais aller voir un tel, il va pouvoir m'aider, etc., etc. C'est fondamentalement différent. Il faut faire preuve d'empathie et se mettre à la place de l'autre. Quand on est un manager et qu'on a un message un peu sensible à faire passer, toujours se mettre et se dire, si moi, en tant que salarié, je reçois ce message-là, quelle va être ma réaction? Bah, si j'ai un entretien de recadrage, ouais, bah, je vais repartir, je vais forcément être démotivé. Si j'ai un entretien de remobilisation, il y a des chances que je sois plus motivé. En fait, ce qui C'est se ça cache qu'on fait. derrière, c'est un peu, la compréhension de pourquoi ça va moins bien en ce moment et souvent on a tendance à se dire qu'un recadrage effectivement, peut permettre de remettre la personne dans le droit chemin, si on peut le dire comme ça, alors qu'en fait, il y a peut-être d'autres choses qui se cachent et on peut pas, les inventer nous-mêmes. Il C'est l'échange qui le définira et peut-être que, bah, ça peut permettre de mettre en place un plan d'accompagnement parce que des fois, c'est peut-être qu'une personne, manque de compétences, a besoin de plus de temps, enfin, d'autres choses se cachent derrière qui va permettre aussi peut-être d'aller développer la personne puisque c'est aussi, le thème de notre échange. Tu as complètement raison. Le, L'entretien où le manager va être à l'écoute du collaborateur. Et effectivement, j'apprécie beaucoup ta remarque, de demander de façon très ouverte, voilà, tu es en écart, qu'est-ce qui ne va pas en ce moment, quels sont tes problèmes, et d'être à l'écoute de ça, sans apporter forcément de réponse, parce que ça peut être des problèmes personnels. Hein. Euh, le salarié, lui, il va ressentir très positivement cette attitude à l'écoute de son manager. Ça va pouvoir donner lieu à un échange assez constructif et du coup, après, d'aller en effet sur une solution, un plan d'accompagnement pour remobiliser. Ouais, tout à fait et tu vois, là, je t'avais promis, Jean-Valérie, que j'allais te dire que le timing courait vite, c'est qu'on était déjà au bout de l'échange et que tu trouverais le temps trop court. Mais oui, on est déjà presque arrivé au bout de l'échange et tu vois, j'ai une petite frustration, mais on va quand même en parler avant de se quitter. C'était une notion qu'on avait abordée ensemble, en préparant le podcast et qui me semblait quand même importante. C'est cette notion de se dire, on parle souvent des managers et donc de leurs collaborateurs qui sont en dessous d'eux, mais en fait, le management, c'est à tous les niveaux et en fait, un directeur est aussi un collaborateur, quel qu'il soit. Et tu me disais, et j'ai beaucoup apprécié ton propos, tu me disais, les directeurs ont aussi besoin d'être accompagnés. On se dit souvent que plus on est en haut de la hiérarchie, moins on a besoin d'être accompagné, parce qu'on se dit oui, les gens sont autonomes, ils savent quoi faire, on n'a plus besoin de les féliciter, etc. Et je pense que c'est finalement un peu le contraire. Alors, c'est exactement le constat que j'ai fait. En fait, on se dit, bon, ben, les cadres qui nous dirigent, les cadres dirigeants, dans les boards, dans les comités de direction, à la présidence des entreprises, ils connaissent le boulot de manager, hein, ils ont 50, 100, 1000 personnes, 10 000 personnes sous leur responsabilité. Donc, en termes de management, on va rien leur apprendre. D'un constat tout à fait personnel, et je ne sais pas si les auditeurs partageront ça. Moi, ce que j'ai constaté dans mon expérience, c'est que plus on monte dans la hiérarchie, et moins le manager va avoir cette posture de manager l'homme et va se contenter de ce rôle de manager l'activité, et plus le dirigeant va avoir tendance à utiliser un entretien de recadrage plutôt qu'un entretien de remobilisation. Moi, j'ai eu dans mon expérience un dirigeant de la société qui devait présenter ses résultats au board du groupe et qui me disait texto, il fait froid là-haut, il fait très froid. Euh, c'est assurément pas la bonne façon de manager un dirigeant. Un dirigeant extraordinaire, c'est aussi un homme qui a besoin de support, de reconnaissance, d'être accompagné, tout comme les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, ce sont des cracks, ils sont hyper performants, ils savent quoi faire, techniquement ils sont pointus, mentalement ils sont pointus, et ben ils ont un coach qui est là pour les rebooster en permanence. Et quand la performance change, évolue et est un peu plus difficile, l'action du coach, elle est critique
Ça dépend dans quel sens on veut manager les hommes et la dynamique ou positive ou négative qu'on veut donner. Et ça, je trouvais, voilà, j'avais un constat un peu triste. Il faut que les dirigeants aient conscience de ça et qu'ils prennent du temps à écouter leur directeur et à s'occuper d'eux. Je te rejoins à 1000%. Et je pense que c'est aussi des grands oubliés. Je Parce pense. qu'ils sont en haut et qu'on se dit qu'ils sont tout grands et tout forts, alors que en fait, on a tous nos faiblesses et on a tous besoin d'être accompagnés à notre niveau. Mais bon, ça, on pourrait traiter dans un autre sujet de podcast. Il faudra que je te réinvite sur le podcast, Jean-Valérie. Très En volontiers. tout cas, on en arrive déjà au terme de cet échange, mais avant de clôturer, j'aimerais te poser cette question que je pose à tous les DRH que j'ai à chaque fois sur le podcast, c'est euh, au, au vu de ton sujet sur l'évolution et le développement des potentiels, quel conseil tu aimerais donner aux RH et aux DRH ou dirigeants qui t'écoutent? Cette approche business partner doit aider dès lors que dans cette approche business partner, il y a un élément, on en a un peu parlé, il y a un élément qui est clé, c'est l'écoute. Euh, Plus ou moins l'écoute active, c'est-à-dire ça va aussi consister à poser des questions sur l'activité, sur ce qui va pas, quelles sont les contraintes, les freins, qu'est-ce qui permettrait de faciliter ça, qu'est-ce qui permettrait d'apporter une solution, enfin voilà. Euh, et les managers, ils vont la plupart du temps, les salariés que vous avez en entretien, ils vont vous apporter des solutions, ils vont vous apporter des billes. Donc ne pensez pas que le bon DRH, le bon RRH ou HRBP, c'est celui qui sait. Le bon RH, c'est celui qui écoute ceux qui vivent dans leur poste. Il y a pas meilleure euh, personne pour vous expliquer quels sont les problèmes et ce dont ils ont besoin pour mieux travailler. Donc, passez un peu de temps avec eux, passez un peu de temps à les questionner, à les écouter, et vous allez forcément trouver des outils qui vont répondre à leurs besoins et vous allez être vu comme un sauveur, ce qui changera un peu parfois des images RH qui sont plus bâton dans les roues que supportifs. Merci pour ce conseil qui vient du cœur. Je te rejoins à 1000% et je pense que ceux qui nous écoutent également. En tout cas, merci pour ton temps et pour tout ce que tu as pu nous partager. Et puis, pour tous ceux qui nous écoutent, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se dit à très vite pour un nouvel épisode de podcast et surtout, merci beaucoup Jean-Valérie pour le partage du jour. Et merci beaucoup à toi. À très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si vous souhaitez avoir une communication plus fluide et sincère au sein de votre organisation, un codir plus visionnaire et authentique, des managers qui fédèrent et engagent leurs équipes, et enfin des collaborateurs plus autonomes et responsables, ça vous dit qu'on en parle ? Je vous ai mis notre numéro de téléphone dans la description de ce podcast et je serai ravie de vous avoir au bout du fil. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de Ma vie de DRH.